Les informations, nous poursuivons cette émission Soir d'info, deuxième partie consacrée à l'actualité sous-régionale, notamment le putsch qui a eu lieu à Bamako, au Mali présentement, où l'ancien chef d'État Ibeka est entre les mains de l'armée. Pour ces raisons, nous recevons sur ce plateau avec Mamadou Mim, le colonel Mamadou Aït. Colonel, bonsoir. Bonsoir. Alors, Mamadou, bonsoir. Daouda, Mamadou, c'est mon père. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, on va commencer, mon collègue. Merci d'être ici avec nous pour parler de cette situation au Mali. Je rappelle que vous êtes expert dans les situations d'urgence. Alors, aujourd'hui, justement, c'est quoi l'urgence pour les Maliens? C'est quoi l'urgence? Oui, je ne vais pas rentrer directement sur ça, parce que là, je crois qu'il faut revenir sur la raison pour laquelle vous m'avez invité. Je suis un expert des situations d'urgence, mais ça n'exclut pas les situations de crise, comme au Mali, parce que j'enseigne souvent dans les universités les crises en Afrique. Et j'ai fait participer plusieurs situations de crise en Afrique. Alors moi, la question que je me pose au Mali, vous avez dit un mot très intéressant, est-ce qu'il y a un coup d'État? Et c'est ça que je voulais qu'on discute de ça. Allez-y. J'entends le Mali a eu un coup d'État, mais est-ce que c'est un coup d'État? C'est le plan de la définition géopolitique, c'est la définition historique de coup d'État. Un coup d'État, c'est un changement de processus normal de marche des institutions, mais par une autorité investie. C'est ce qui s'est passé en 62 au Sénégal. On peut dire que Dia, c'est un coup d'État. Est-ce que c'est un putsch? Parce que ça, c'est le deuxième type de coup d'État on appelle putsch. On appelle putsch quand la force militaire est employée, comme par exemple en 1972 au Chili, avec le général Pinochet. Mais ici, il y a 0 mort, il n'y a pas eu de violence. Mais on est dans ce que le général de Gaulle avait appelé le pronunciamento. Pronunciamento, c'est le changement des institutions par un groupe d'officiers qui se lève et fait une déclaration dans laquelle il mobilise la population avec des démonstrations de force en vue de changer l'ordre institutionnel. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui au Mali, et j'appelle ça, comme le général de Gaulle, pronunciamento, pas coup de force et pas coup d'État. Alors, mais ce qui me semble un peu bizarre à mon avis, c'est que ce sont les militaires qui sont allés cueillir le chef de l'État de la même façon qu'ils pourraient, par exemple, user des armes. C'est la forme qui est douce peut-être, mais la finalité reste la même, colonel. Oui, mais comme on est en géopolitique, on parle souvent de soft power et de hard power. Ici, les militaires ont employé le soft power, c'est-à-dire il y a une déliquescence de l'État et des jeunes officiers se sont levés, ont essayé de promouvoir cela au niveau de la population et de faire des démonstrations de force. Maintenant, si l'autorité politique, elle, a vu dans cette démonstration de force un moyen de démissionner, en ce moment les militaires en profitent pour le faire démissionner. Mais il y a des cas où il y a des démonstrations de force, un pronunciamento dans lequel l'autorité politique reprend la manœuvre et reprend la main. Mais dans le cas du Mali, quand même, ils ont arrêté le président. Ils l'ont acheminé dans une caserne et ils l'ont obligé à faire une déclaration en démissionnant. Mais il n'y a pas eu d'emploi de force. Ils ont fait quoi? C'est-à-dire qu'ils ont tué personne. Au bilan, mais on a 0 mort. Non, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de contrainte. C'est une contrainte. On a contraint le chef de l'État à prononcer sa démission officiellement. Or, dans les coups d'État naturels, ou en tout cas classiques, une fois que le président est entre les mains des putschistes, il n'a plus droit à la parole, il disparaît complètement. C'est les géoules, c'est les tribunaux, c'est les procès qui s'en suivent. Mais ça, c'est le putsch. Dans un putsch, même le chef d'État peut être tué. La population peut... Il y a en fait un engagement de la force contre la population. Il y a des morts. Ça, c'est un putsch. Dans un coup d'État, c'est l'institution elle-même, parce que c'est lui qui le fait. On va revenir un peu sur les gens qui sont derrière ce coup d'État, que je connais très bien, donc je les connais très bien. Mais ils ne sont pas investis d'autorité dans l'État. Donc ce n'est pas un coup d'État. Ce serait un coup d'État si c'est quelqu'un investi dans l'État qui renversait l'ordre normal des choses. Mais ici, c'est un pronunciamento, c'est un groupe d'officiers qui se lève, qui mobilise la population face à un pouvoir qui est dans la rue. Donc nous ne sommes pas, pour moi, on discute de géopolitique, hein. Pour le moment nous sommes dans les 3 niveaux de coup d'État. Coup d'État,
putsch, pronunciamento, et je suis avec le général de Gaulle qui avait défini le pronunciamento et sur lequel Alors, nous avons beaucoup de respect pour votre expertise. On vous le concède. En attendant qu'il y ait une voix certainement beaucoup plus autorisée que la nôtre pour contredire ou en tout cas aller dans le sens de l'éclairage, de l'approfondissement justement de ces concepts quelque part. Alors, aujourd'hui, on peut aller vers quoi? Moi, je voudrais avoir une anticipation sur les conséquences éventuelles, les conséquences directes de la situation qui prévaut aujourd'hui à Bamako, au Mali, généralement. Oui, parce que j'ai eu des dernières informations quand j'ai quitté, parce que je vous disais que je connais un peu les gens qui sont un peu autour. On a été, en tant qu'officier, on a eu beaucoup de relations, notamment le général Dembélé, avec qui j'ai monté la force africaine en attente, un officier brillant, notamment le général Sangaré, qui était mon adjoint au centre Kofi Annan. J'ai vu le colonel Ouagé, je connais le colonel Kamisogo, qui était l'ancien préfet de Kidal. Donc j'ai beaucoup suivi les événements de Kidal à cause surtout de Kamisogo, de Sangaré qui commandait les paras, etc., etc. Alors, mais nous ne sommes pas, comme nous ne sommes pas dans un coup d'État pour moi, nous sommes dans un pronunciamento. Je reviens encore là sur mon dos. Allez demander au général de Gaulle n'est pas là, mais moi je le tire de lui. Il y aura, les militaires vont essayer de faire une transition. Cette transition qui aurait dû se faire d'une autre manière. Parce qu'au Mali, il y avait trois possibilités. Soit, parce que le pouvoir est presque dans la rue, hein, soit le M5 prend le pouvoir, soit le président accepte une transition dans laquelle il perd encore, lui, il va perdre ses pouvoirs, parce que ça, je crois que c'est l'approche de la CEDEAO. Il mettait une personnalité de transition, comme au Rwanda on avait fait en 1994, une personnalité chargée de la transition en allant vers les élections. Maintenant, le plan B, c'était les militaires. Et les militaires ont accéléré ce processus en obligeant le président de la République à démissionner et en accélérant le processus de transition. Et ils vont aller vers la nomination d'une autorité civile, un premier ministre civil qui va faire la transition vers les élections. Je les ai demandé dans quel délai, mais ils ne m'ont pas encore dit. Mais colonel, y a-t-il un seuil au-delà duquel l'armée est obligée d'intervenir dans un pays? Mais il n'y a pas de règle, il n'y a que l'histoire. J'ai entendu Barkaba parler des coups d'État militaires en Afrique et dans le monde. Je lui concède certaines choses. Mais moi je dis qu'il y a des coups d'État structurants, il y a des coups d'État déstructurants. Les coups d'État structurants, par exemple, dans l'histoire, c'est le coup d'État des officiers libres en Égypte. Ça a remis l'Égypte dans l'ordre normal des choses. Et la création de la République arabe unie et un chef du monde arabe, en la personne de Nasser, et un leader du tiers-monde. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est un coup d'État déstructurant contre le président Farouk. Et celui-ci, colonel, pour ne pas sortir du sujet, celui-ci, celui du Mali, il est structurant ou déstructurant? C'est justement la question que vous venez de poser, en me disant d'être un prophète pour savoir ce qui va se passer. Mais si elle continue sur une transition vers le civil très rapidement, ce sera un coup d'État structurant pour moi. C'est comme les constitutions. Il y a l'interprétation structurante des constitutions et l'interprétation déstructurante des constitutions. Je rappelle un peu, dans l'histoire, George Washington, président des États-Unis, dit 2 mandats, ça suffit. Je reviens au mandat, là, au mandat de qui est le problème de l'Afrique. Mais où est-ce que c'était écrit dans la Constitution américaine? La Constitution américaine n'a jamais limité le mandat du président. Jamais, il n'existe aucun article de la Constitution américaine qui limite les mandats des présidents américains. Mais le premier président américain, qui était un colonel de l'armée américaine, George Washington, commandant en chef des forces américaines, a dit 2 mandats, ça suffit. Mais ça, c'est une interprétation structurante de la Constitution américaine. Et c'est le cas en 1944, avec l'article 22, qu'on va limiter le mandat des présidents parce que Roosevelt a fait 4 mandats, 1928, 1932, 1936, 1940, 1944. Parce qu'il n'y avait aucune disposition qui limitait les mandats. Mais voilà un grand chef qui vient, qui interprète de manière structurante cette absence de limitation des mandats et qui permet peut-être aux chefs historiques de la déclaration d'indépendance de passer tous comme président. Thomas Jefferson, George Washington, James Madison, etc., etc. Et l'Amérique a bénéficié de cette structuration pour être une grande puissance. Alors, pour
fameuse qui rappelle que quand un État est corrompu ou hors la loi, il devient sacré d'avoir une désobéissance civile. Et cette désobéissance, elle est militaire. Alors, vous avez dit tout à l'heure, colonel, la fameuse transition, puisque le point de départ, ou en tout cas le tournant essentiel, fondamental, c'est souvent la transition. Vous avez également précisé que c'est des gens que vous avez fréquentés, vous avez cheminé avec ces hommes forts actuellement du Mali. Est-ce qu'ils ont le profil des pouvoiristes ou de simples soldats d'une nation qui ont envie de remettre le pays sur les rails? Oui, quand on fait l'analyse des coups d'État en Afrique, on se rend compte qu'il y a des coups d'État qui sont corporatistes. Les militaires viennent au pouvoir parce qu'on ne les a pas payé leur salaire, parce qu'ils n'ont pas bien mangé, parce qu'ils n'ont pas bien bu. Ça, c'est des coups d'État très corporatistes. C'est ce qu'on a vu au Libéria avec Samuel Doe, etc. Rawlings, par exemple, au Ghana, c'est un coup d'État structurant. Parce que le Ghana était un pays corrompu jusqu'au moelle des os. Il y avait 11 familles qui se partageaient le pays. Si vous allez aux élections, ils vous battent. Parce qu'ils ont plus de ressources, plus ou moins, plus de capacités. Et Rawlings a pris le pouvoir, mais Rawlings avait le profil intellectuel qu'il fallait. Les militaires sont divisés en deux. Il y a des gens qui ont des niveaux intellectuels. Quand vous parlez, par exemple, du coup d'État d'Égypte, c'est Nasser. Mais Nasser, c'est la grande école militaire. C'est des gens qui sortent de grandes écoles militaires, qui ont les mêmes niveaux intellectuels et de géopolitique que tout le monde. Et qui ne sont pas des pouvoiristes en général. Mais les pouvoiristes, c'est les petits, c'est les Sanogo, un capitaine qui prend le pouvoir, c'est l'autre en Guinée, qui s'occupait de carburant et qui se retrouve au pouvoir, mais eux, ils deviennent fous dans le pouvoir. Est-ce que le grade, colonel, le grade pour déterminer la nature de l'engagement de la personne en question? C'est-à-dire, si on voit des injustices et qu'on soit même caporal, parce qu'on a vu des caporaux, ou un peu plus, des sergents qui ont pu s'accaparer d'un pouvoir à la suite des injustices qui se sont répétées, par exemple. Est-ce que ça justifie le grade, ça justifie l'engagement par rapport à cette initiative? Ça ne justifie rien du tout. Mais, quand c'est un caporal, quand il le prend, il devient fou. Vous avez vu en Guinée, le gars qui a pris le pouvoir, il est devenu fou, parce que c'est un capitaine. Un capitaine qui se trouve devant, qui n'a jamais commandé une compagnie. Sankara était capitaine, Thomas Sankara était capitaine, Blaise Compaoré était capitaine. Mais Sankara disait quelque chose de très important. Que je connais très bien. Je reviens à la question. Est-ce que c'est le grade qui peut déterminer justement la question? Non, il y a le grade, il y a le niveau intellectuel aussi qui est très important. Sankara, c'est l'école militaire d'Ansirabé. C'est pas rien, même Compaoré. C'est des grandes écoles militaires. Aujourd'hui, le colonel Dembélé, je ne sais pas si c'est lui qui est à la tête, hein, Cheikh Anta Madi Dembélé, c'est sincère. C'est l'école de guerre. C'est des gens qui ont quand même un certain niveau intellectuel et qui ne s'accaparent pas du pouvoir. Vous n'avez jamais vu dans les coups d'État en général prendre le pouvoir et s'en accaparer. Mais vous avez vu un sergent devenir général et s'accaparer du pouvoir. Voilà, mais un général lui-même, vous avez en Égypte, le général Naguib, c'est pas Nasser qui a pris le pouvoir. C'est Nasser qui a pris le pouvoir, mais c'est Naguib qui a été nommé comme président de la République. Mais pas Nasser. C'est plus tard, en 1953, que Nasser va prendre les rênes du pouvoir. Voilà des transitions intelligentes. Et ces transitions intelligentes sont faites par des officiers intelligents. Mais revenons au Mali. Mais moi, la dernière fois qu'on a fait les 24 heures des médias sur les crises en Afrique, c'est le Mali que j'ai donné aux journalistes comme cas d'école. Parce que le Mali, c'est la totale. C'est des crises identitaires, c'est des conflits, c'est ce qu'on appelle les guerres totales. Une guerre totale, c'est une guerre où on ne recherche que la destruction de l'autre. Ce qui se passe entre les Peuls et les trucs, ça c'est une guerre, on appelle ça une guerre totale. Il y a... Ou communautaire peut-être. Communautaire. Ouais. Communautaire, elle devient totale quand on cherche à la destruction complète de l'autre. Okay. Ce qu'on appelle, qui sort souvent sur le génocide, n'est-ce pas? C'est des conflits identitaires, n'est-ce pas? C'est des conflits qui n'ont pas de solution. Parce que ce n'est pas des conflits d'intérêt. Vous donnerez à celui-là ça, il refusera. Alors qu'un conflit d'intérêt peut être réglé. C'est comme le conflit entre Israël et les Palestiniens, ce n'est pas un conflit d'intérêt. Parce que si c'était un conflit d'intérêt, c'était réglé. C'est un conflit d'identité et il est difficile de modifier les identités des autres par rapport aux autres. Donc c'est ça qu'il y avait au Mali. Ensuite, le plus grave, vous savez, la légitimité militaire découle de la légitimité politique. Les gens se battent sur un terre d'opération, là-bas au nord. Mais c'est la gabegie totale au niveau du pouvoir. Alors que c'est ce pouvoir qui légitime l'action militaire. Même la présence des forces sur le terrain se fait à partir du SOFA, le statut de présence des forces. Mais le SOFA est signé par l'État, avec les pays, avec la France, le truc, mais si l'autorité
de qui découle la légitimité militaire, elle-même s'emploie dans les gabégies. Vous avez vu le fils du président, ce qu'il fait. Mais c'est une occasion d'ailleurs pour faire appel à nos présidents, de tenir leurs enfants. Ils font des choses qui... J'ouvre juste une parenthèse pour le Sénégal. Le problème au sud de la Casamance, nous à l'état-major, en 1990, nous faisions ce qu'on appelle le gala des officiers. Vous vous rappelez de ça? Oui, on a entendu parler. Ah, vous avez entendu parler? Ouais. C'était les premières grandes soirées au Sénégal. Est-ce que vous n'êtes pas nostalgique, colonel? Vous êtes un peu nostalgique, hein, il me semble. Oui, je suis nostalgique. Oui, c'est juste pour revenir, pour dire comment est-ce qu'on a pensé à ça. On a dit, on arrête le gala. Parce que nos camarades sont en train de se battre au sud, en train de se faire tuer. Alors c'est antinomique de faire des soirées et des galas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Mali, à Bamako? Qu'est-ce qui se passe avec les fils des présidents, etc., qui gaspillent de l'argent, qui sont là en train de manger l'argent du pays, qui signent des contrats, vous voyez les contrats sur les hélicoptères, ce qui commence à se passer, qui bouffent de l'argent. Même le président de la République, il va se trouver à Paris pour organiser des soirées mondiales somptuaires. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays en crise. Un pays en crise, on le gère comme Kagame. Il faut être frugal, il faut être leader, il faut avoir du leadership, il faut montrer aux soldats qui sont sur le terrain. Alors vous êtes sympa. Allez-y. Oui. En fait, le Mali commence quand même à s'inscrire dans une tradition militaire. Parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y a au moins 4 présidents démocratiquement élus qui ont été emportés par des coups d'État. Depuis Modibo Keïta, il y a eu Moussa Traoré, il y a eu Amadou Toumane Touré, et maintenant il y a Ibeka. Comment on peut expliquer cela? Oui, ce que je dis, moi j'ai toujours cette vision duale des coups d'État structurants et non structurants. L'Afrique a eu beaucoup de coups d'État non structurants. Le coup d'État contre Modibo Keïta était non structurant. Le coup d'État contre Kwame Nkrumah. Après, ce serait des suites de coups d'État, parce qu'ils ont sorti des grands hommes qui étaient sur le chemin de la construction de l'Afrique. Mais ça, c'est des trucs déstructurants. Et les gens maintenant, les gens qui ont pris le pouvoir, il y avait d'autres sympathisants de Modibo Keïta, des sympathisants de Kwame Nkrumah, etc., qui ont pensé que ce gars ne peut pas prendre. Et puis c'est devenu maintenant une patate chaude entre les militaires qui sont en train de se faire des coups d'État comme au Ghana et au Nigeria. Donc ça, c'est des cas, c'est les cas les plus fréquents. Mais il y a des cas aussi où l'action militaire est nécessaire pour mettre un terme à une certaine gabegie, une certaine chose, surtout quand le pays est engagé dans un front, dans une zone d'opération. Alors, colonel, je voulais revenir un peu sur la démarche militaire elle-même. Les argumentaires qui ont été avancés par le groupe qui a mené cette opération a rappelé les raisons pour lesquelles ce groupe a été dans cette action. C'est-à-dire, c'est exclusivement, entre autres, c'est vrai, les préoccupations qui sont liées à l'armée, c'est-à-dire les salaires bas, le moral qui est bas, mal équipé, mal formé. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, un certain égoïsme à côté d'une population également qui vit la misère et qui souffre au même titre que les militaires? Moi, j'ai vu le communiqué, mais il y a peu de militaires dans le communiqué. Bien sûr, le communiqué fait état peut-être de ce qui se passe dans le Nord, des camarades qui sont tués sur le théâtre d'opération, mais c'est surtout dans la gestion du pays. Ils ont parlé. D'après le communiqué que moi j'ai vu, en tout cas, ils ont beaucoup fait état. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous des intellectuels. Tout le monde a lu la déclaration d'indépendance américaine. Et c'est la déclaration d'indépendance américaine qui est celle-là qui permet à des gens de se lever et de s'opposer à des pouvoirs élus si ces pouvoirs ne remplissent pas. Parce que la démocratie, c'est deux aspects que les Africains oublient, nos dirigeants oublient ça. C'est la démocratie politique et la démocratie sociale. Nous croyons que la démocratie, c'est juste mettre son bulletin dans l'urne et élire quelqu'un. Mais si ce quelqu'un ne remplit pas le contrat social, n'est-ce pas, pour lequel il a été élu, mais la population peut bien se lever et se mettre dans la rue. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec le M5. Maintenant, est-ce qu'on laisse le pouvoir au M5? Est-ce qu'on laisse le pouvoir de transition que Ibeka refuse? Mais l'armée est venue pour les mettre tous d'accord. Et je crois qu'il y a les communautés internationales qui sont en train de condamner. Mais c'est des larmes de crocodile. Parce qu'ils n'auront jamais réglé le problème. Mais colonel, moi je voudrais en profiter parce qu'il n'est pas fréquent d'avoir toujours ce genre d'expertise. C'est vrai, c'est des choses qui arrivent un peu rarement. Mais le constat au plan africain, ce sont les désolations qui suivent justement ces opérations, ces coups d'État. On a vu l'exemple de la Guinée. Pendant les premières heures, c'est un satisfecit, c'est une libération pour le peuple.
Mais dans la démarche, après, c'est des déceptions extraordinaires. Extraordinaires. Aujourd'hui, on peut s'attendre à quoi au Mali? Puisque c'est la répétition en Afrique un peu. Alors, je reviens sur Sankara, qui a été mon grand à l'école, que j'ai beaucoup fréquenté. Il disait, un officier sans conscience politique est un assassin en puissance. La majeure partie des mauvais militaires au pouvoir n'ont aucune conscience politique. Et c'est ce que vous avez dit en Guinée. En Guinée, Dadis Camara, par exemple, a suscité beaucoup d'espoir. Et dans la finalité, c'était, excusez-moi les Guinéens, c'est une catastrophe. Mais on m'a posé la question, si je venais à TFM, demander à Pamata, je lui ai dit, ce gars-là, non seulement il ne fera pas long feu, mais il va détruire la Guinée. Parce que la méthode n'y est pas. La manière n'y est pas. On ne gère pas un État comme ça. On ne gère pas un État en insultant les gens. On ne gère pas l'État en se couchant dans son lit et en train de montrer des dollars qui sont... C'est pas comme ça qu'on gère un État. Un État, c'est très compliqué. On dit, on va dans l'État. Quand on y arrive, on est fou. Ou quand on quitte, on est fou. Ou quand on y va, on devient fou. Et ce qui se passe en Afrique, je ne parlais pas des militaires, seulement parler des civils qui ont les pouvoirs. Ils cherchent des troisième mandats, les autres cherchent des quatrième mandats, les autres sortent des constitutions, des choses qui leur permettent. Tout est déstructurant en Afrique. L'Afrique est malade de ses politiciens. L'Afrique est malade de ses hommes politiques. Il faudra pas bien assisté par ses militaires. L'Afrique est malade de ses politiques, mais pas trop bien assisté par ses militaires. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, au départ, l'Afrique avait de grands dirigeants. Ces dirigeants ont eu des coups d'État déstructurants. Les militaires sont venus au pouvoir. Les civils ne sont pas revenus au pouvoir pendant 10-20 ans. Quand ils sont revenus, ils n'avaient plus d'expertise de pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Quand les civils sont revenus au pouvoir, ils n'avaient aucune expertise parce que les militaires ont géré le pouvoir pendant 20 ans. Donc ces gens n'ont pas eu le temps d'intégrer les gens. Au Mali, par exemple, moi j'ai Sanogo qui me dit, tous les secrétaires généraux de gouvernement, comme au Burkina Faso, sont des militaires. C'est les colonels qui sont secrétaires généraux de gouvernement. Donc, un Malien me disait, moi je suis militaire mais je n'ai jamais fait d'opération. Je suis resté, c'est ce qu'on appelle des armées de coup d'État, ce qu'on a eu au Mali, ce qu'on a eu au Burkina Faso. Mais c'est la conséquence des militaires, c'est les militaires qui ont déstabilisé leur pays. Tous les pays, il y a des crises. Vous regardez, il y a eu les coups d'État. Donc c'est les coups d'État qui au départ ont déstabilisé tous les pays. Ensuite les civils sont revenus dans le cadre de la démocratie, mais sans expertise de l'État, parce qu'ils sont restés 20 ans sans avoir géré quoi que ce soit dans l'État. C'est les militaires seuls qui ont géré le pays. Mais colonel, ce qui se passe au Mali, n'est-ce pas un signal fort au président ivoirien Alassane Ouattara, avec son troisième mandat là? Mais ce n'est même pas un signal fort. C'est un signal, c'est une cloche qui sonne. Parce que c'est un pays qui est à côté de lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un pays qui est juste à sa frontière. Et lui, il avait fait le bon choix de laisser la transition se passer. Il avait désigné son successeur, mais on a tous applaudi. Et je ne sais pas par quel miracle, il s'est levé. Vous savez, le politicien africain... Mais il s'est expliqué, hein? Il a dit qu'on ne peut pas préparer un successeur en 3 semaines. On ne prépare pas des successeurs. Voilà. Il faut arrêter ce truc de préparer des successeurs. Dans ces pays-là, nos pays-là, il y a des gens capables de gérer un pays. Si George Washington avait dit « je prépare un successeur », mais les États-Unis, ils seraient partis à 20 mandats, parce que lui, on lui proposait 10 mandats. Parce que ce n'était pas prévu dans la Constitution. Et comme c'était le héros national, on lui proposait 10 à 15 mandats. Mais s'il était resté, il dit non, il n'y a personne qui peut me remplacer. Mais il a été dignement remplacé. Il faut arrêter. Et même mieux. Hein? Et même mieux pour certains magistères aux États-Unis. Alors, nous sommes rattrapés malheureusement par le temps. Oui. Alors, je ne veux pas porter de la poisse, mais j'ai envie de poser cette question. Pour notre cas à nous, Sénégal, nous sommes une exception dans un métier universel où il y a des réalités. Et nous, cela ne s'est jamais passé chez nous. Qu'est-ce qui fait cette constance, cette régularité de stabilité militairement parlant, colonel? Qu'est-ce qui fait la différence des militaires sénégalais aux autres, africainement parlant? Nous, notre armée vient d'une longue tradition. N'oubliez pas que nos officiers sont venus avant l'indépendance. Avant l'indépendance, quand le Sénégal est passé à l'indépendance, le chef d'état-major était général. C'était le général Fall. Dans quel pays vous avez vu les pays passent à l'indépendance avoir directement un général? C'est-à-dire que nous, on a une longue tradition militaire qui date peut-être de ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Et de là, c'est sorti nos traditions militaires. Ensuite, nous avons insisté sur la formation. Vous l'avez dans l'armée aujourd'hui, vous allez voir tous les officiers, s'ils n'ont pas le doctorat, ils ont le master. Donc les militaires sont formés là où il faut pour pouvoir comprendre et agir.
Et quand ils agissent dans le droit. Ils agissent dans le domaine de la Constitution. Et je peux vous jurer qu'il n'y aura jamais ces cas au Sénégal. Mais est-ce que parce qu'il y a des garde-fous qui ont été mis ici au Sénégal et qu'il n'y a pas dans d'autres pays? Ici, oui, effectivement, il y a des garde-fous. C'est-à-dire que dans l'Organisation générale de la défense, il y a une manière d'organiser la défense qui fait que jamais une seule personne ne peut décider de quelque chose. Alors que dans certains pays, le chef d'état-major est si puissant qu'il est capable de mobiliser un certain nombre de choses qui ne peuvent pas. Chez nous, il y a les forces régionales. Je parle des forces régionales, c'est le bataillon commando, le bataillon train, l'armée, etc. Ces forces, c'est directement commandé par le président de la République. Ils ne sont pas commandés parce qu'ensuite il y a... Est-ce que colonel, ça peut justifier la chose? Parce qu'on a vu des gardes présidentiels qui sont rattachés directement à des présidents et ces mêmes gardes ont été à l'origine des coups d'État dans certains cas dans le monde. Oui, est-ce que ça peut justifier? C'est un argumentaire qui peut justifier la spécificité du Sénégal. Oui, mais nous on n'a pas de garde présidentielle. Non, je dis ailleurs. Je parle de la proximité et de la tutelle. Quand le président est au-dessus de, par exemple, la garde présidentielle, c'est normal, mais on voit que des gens qui étaient proches du président, étant des patrons dans la garde présidentielle, ailleurs, ont pris le pouvoir. Oui, c'est une révolution de palais. Vous êtes dans une révolution de palais. Chez nous, il n'y aura pas de révolution de palais parce qu'il n'y a pas un chef d'état-major particulier qui a une garde présidentielle avec des chars, etc., comme vous avez au Congo. Il y a des chars devant la présidence de la République. Chez nous, il y a un garde qui est là-bas. Vous pouvez aller vous photographier avec lui. Vous pouvez aller prendre des photos souvenirs, comme à Buckingham Palace, quand vous allez vous prendre la photo avec les beefeaters, comme on dit, ceux qui ont les gardes présidentiels de la reine. Donc ça montre un peu que le pouvoir sénégalais n'est pas un pouvoir accessible. Colonel, merci. Je vais demander à la rédaction de vous faire revenir avec nous certainement dans une autre occasion où justement on pourra revenir justement sur cette actualité forte au Mali. Colonel Mamadou Aït, merci, spécialiste des questions d'urgence ou des situations d'urgence qui était notre invité dans cette deuxième partie. Mamadou Mim, le chroniqueur du jour, Pierre à la régie. Merci à toute l'équipe d'Infosoir et de la rédaction. Excellente suite des programmes sur la TF1. Merci.